Hey, salut bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler de data visualisation. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Bon, pour commencer, pour expliquer le principe de la data visualisation, je vais reprendre mot pour mot la définition de Wikipédia qui me paraît juste parfaite. La data visualisation, c'est un ensemble de méthodes qui permettent de résumer de manière graphique des données statistiques qualitatives et surtout quantitatives afin de montrer les liens entre des ensembles de ces données. Cette visualisation fait partie de la data science. Bon, en gros, nous, en tant qu'humains, notre cerveau, il est juste pas fait pour pouvoir ingurgiter, comprendre et restituer de manière résumée des milliers, voire des millions de données. C'est pour ça qu'on va utiliser des outils informatiques qui vont nous permettre d'extraire les données, de les nettoyer, d'appliquer des traitements, mais surtout de pouvoir les représenter de manière schématique de façon à ce qu'elles soient comprises par le plus grand nombre. Généralement, on va orienter notre data visualisation vers une variable, une thématique, un paramètre pour lequel on a besoin d'avoir un maximum d'informations claires et utiles. Et le but principal de tout ça, ça va être de pouvoir fournir une meilleure compréhension de ces données à un public qui est souvent non initié, justement grâce à ces représentations graphiques. Par exemple, on va pouvoir analyser une situation à un instant T, s'assurer qu'une stratégie commerciale est sur de bons rails, tenter de comprendre les tendances d'un marché, voir si les composants d'un médicament qu'on est en train de tester sont optimum par rapport au sujet traité, ou encore faire des prédictions concernant des ventes futures. Je vous ai demandé récemment dans un sondage bande de codeurs avec quel dataset vous aimeriez qu'on fasse justement cette data visualisation. Vous aviez le choix entre un dataset sur les températures en France depuis 1800, un sur les ventes mondiales de jeux vidéo, un sur le Google Play Store et enfin un sur les Pokémon. J'ai essayé vraiment de vous proposer des datasets très variés. Et vous avez été hyper nombreux à répondre à ce sondage. J'ai eu 22 votes. Enfin bref, grâce aux votants, on sait qu'on va travailler sur un dataset qui contient des infos concernant la température dans le monde depuis le milieu du XVIIIe siècle. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça veut juste dire que, bien avant la prise de la Bastille, on a des données concernant la température qu'il faisait. Moi, je trouve ça juste hallucinant. Alors, le but de notre DataVis ici, ça va être de représenter, comme vous l'avez vu en introduction, l'évolution de la température annuelle moyenne en France depuis 1800, soit plus de 2 siècles. Et le hasard fait assez bien les choses parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps une exposition sur la planète Terre à Genève et une des affiches montrait justement l'évolution de la température en Suisse depuis environ 1 siècle. Et en fait, j'ai trouvé la data visualisation mais vraiment superbe, alors tant sur le plan esthétique qu'explicatif, et je me suis dit que ça serait une super bonne idée et un bon exercice que de tenter de refaire cette visualisation. Ok, donc on sait ce qu'on veut réaliser, mais bien évidemment, le cœur de tout ça, c'est la data. On va devoir se débrouiller pour trouver un dataset qui contiendrait tout ce qu'on souhaite, à savoir les températures en France depuis bien longtemps. Et là, je vais vous mettre entre les mains un des 5 grals de ce qu'on peut trouver de mieux en termes de dataset gratuit, j'ai nommé Kaggle. Kaggle. Moi, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Bref, Kaggle, c'est une plateforme orientée data science sur laquelle vous allez trouver des tutoriaux, il va y avoir aussi des compétitions autour de la data, mais surtout, vous allez trouver des milliers de datasets qui couvrent plein de catégories différentes. Bon, alors attention, il y a des datasets qui sont plus ou moins qualitatifs. Heureusement, vous allez pouvoir choisir les datasets selon différents critères, et notamment celui de la popularité. Ouais, en général, plus il est utilisé, mieux c'est. Et c'est marrant parce qu'en faisant cette vidéo, petite information, je me suis rendu compte que Kaggle avait été créée en 2010 et qu'elle avait été rachetée en 2017 par une petite société du nom de Google. C'est super drôle, super marrant. Donc, sachez que si l'envie vous prend après cette vidéo de faire de la DataVis ou juste de vous faire la main sur l'exploitation de données, Kaggle sera là et vous trouverez forcément un dataset avec lequel vous amuser. Nous, pour notre projet, j'ai trouvé ce dataset. Climate Change Earth Surface Temperature Data, avec mon magnifique accent anglais. Et je vais vous le présenter. Sur la page, il y a quelques éléments qui sont selon moi assez importants. La première chose qu'on peut voir ici en haut de la page, c'est le chiffre.
Le chiffre qu'on voit, c'est tout simplement le nombre de gens qui ont voté pour ce dataset. Il représente sa popularité et comment les gens l'ont apprécié. C'est un peu comme des likes en fait. D'ailleurs, ce chiffre, il est souvent corrélé à une petite médaille qui peut être en bronze, en argent ou encore en or. Et dans notre cas, vous observez que le dataset a une médaille en or, ce qui signifie qu'il est très populaire. Un autre indicateur qui est important et sur la page, c'est la usability, qui a une note sur 10. Ça va nous permettre de savoir à quel point on va pouvoir utiliser ce dataset dans le monde professionnel. Ici, on fait juste ça dans le cadre d'un exercice, mais c'est un critère qui est vraiment très important à prendre en compte si vous voulez restituer un travail de qualité et qui est surtout crédible. Et si on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a 3 aspects notés sur 100%. Completeness, ça indique comment le dataset est présenté, s'il y a bien toutes les informations importantes requises. Dans notre cas, on voit qu'il y a seulement l'image de couverture qui manque, et à mon avis, c'est vraiment pas important. Par contre, ce qui est très important, c'est la crédibilité. Et ici, on n'est que à 33%. Le dataset, par exemple, il n'a pas d'informations sur ses mises à jour. Alors, normalement, cette information, vous voyez, elle devrait apparaître ici. C'est vraiment très important parce que ça nous permet de savoir rapidement s'il y a eu un suivi de la mise à jour des données. Dans notre cas, on va partir du principe que les données les plus récentes datent de l'import initial du dataset, soit il y a 6 ans. Et vous allez voir justement que ce point nous demandera un petit travail supplémentaire sur la manipulation de données, mais ça restera vraiment intéressant. La source et la provenance ne sont pas non plus indiquées. Alors ça, pour moi, ça pourrait être vraiment un très gros warning de ne pas savoir d'où ça vient. Mais dans le cas de nos datasets, j'ai presque envie de dire que ça ne peut pas être autrement. On a des données qui couvrent le monde entier et depuis 1750. C'est juste impossible d'avoir une seule source de données fiable et surtout certifiée. La compatibilité, elle, va nous donner des infos techniques sur le dataset, comme son format ou encore sa licence. Malgré tout, on voit qu'il manque quand même la description des colonnes, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ça permet de comprendre clairement ce que représente chaque colonne dans le dataset, même si, on va le voir dans un instant, c'est relativement explicite dans notre cas, cette information pour moi c'est primordial pour pouvoir appréhender correctement le dataset que vous voulez exploiter. Dans la partie centrale, on a un onglet code qui va vous permettre de voir tous les notebooks qui ont été créés par les autres utilisateurs basés sur ce dataset. Ça peut vraiment être inspirant pour vous de voir quel travail ils ont pu accomplir. D'ailleurs, à la fin de ce projet, je vais certainement uploader le code qu'on va réaliser ensemble. On retrouve également un onglet discussion qui permet de poser des questions sur le dataset en particulier. Mais nous, la partie qui va vraiment nous intéresser, évidemment, c'est l'onglet Data Card. Ici, on va retrouver un descriptif du dataset. On voit par exemple qu'il semble être composé de 5 fichiers CSV. Et on voit qu'on a également un descriptif des colonnes concernant le fichier principal, même si ce n'est pas celui qui va nous intéresser. Si on descend un tout petit peu plus dans la page, on voit enfin les datasets. Le principal va couvrir les températures globales de la planète, mais celui qui va nous intéresser le plus, c'est celui-là. Global Land Temperatures by Country. On voit qu'il est composé de 4 colonnes, donc c'est un dataset relativement simple, et il pèse 23 MB. Si on regarde de plus près les colonnes, on observe que DT correspond à la date de relevé de la température. On constate qu'on est ici en présence de données mensuelles, et c'est une information importante, on verra plus tard pourquoi. La seconde colonne, Average Temperature, représente, vous l'aurez compris, notre température mensuelle moyenne. La troisième colonne, c'est ce qui va permettre de définir un intervalle de confiance par rapport à la valeur de la seconde colonne. Alors pour cet exercice, on va volontairement mettre cette info de côté pour ne pas complexifier la chose. Et enfin, la quatrième colonne va nous permettre de connaître à quel pays correspond le relevé de la température. Avant d'attaquer, c'est toujours bien de faire un point sur ce qu'on souhaite obtenir. Moi, ce que je veux ici, c'est m'inspirer de l'image que j'ai vue lors de l'exposition à Genève. Ça signifie que je vais devoir obtenir en termes de données la température annuelle moyenne en France depuis 1800 jusqu'à l'an dernier, soit 2022 au moment où je crée cette vidéo. Puis pour chaque année, je vais la comparer à la température moyenne de toute cette période. Donc c'est-à-dire la température moyenne de 1800 à 2022. Et c'est ça qui va me permettre de voir les écarts de température et déterminer si telle ou telle année était plus chaude ou plus froide que la moyenne globale. Sachez juste que tout le code qu'on va réaliser étape par étape est disponible sur GitHub. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Moi, j'ai décidé d'utiliser Python et un notebook Jupyter pour pouvoir réaliser ma data vise. C'est un couple qui est très utilisé dans le monde de la data science, mais c'est évidemment pas les seuls outils. C'est juste mon choix pour cet exercice. Donc la première chose à faire, ça sera bien évidemment de télécharger notre fichier Global Land Temperatures by Country.csv qu'on aura trouvé sur la page Kaggle qu'on a vu précédemment. Alors évidemment là c'est un fichier CSV qui est pas trop gros, donc on peut l'ouvrir ici en local sur notre laptop ou notre ordinateur.
mais bien évidemment, il y a des fois où on a des datasets qui sont vraiment énormes et on ne peut pas directement les ouvrir en local. Ici, on a la chance de pouvoir le faire. Et on se rend compte que notre dataset, dans son entièreté, fait 578 000 lignes quasiment. Donc là, on voit bien les 4 colonnes qu'on a repérées tout à l'heure. Au passage, je mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo le petit plugin qui me permet d'avoir justement des couleurs entre guillemets arc-en-ciel pour le CSV. Ça peut paraître juste un peu de la décoration, mais c'est hyper utile parce que quand vous avez des CSV avec plus de 10 colonnes, c'est toujours vraiment cool de pouvoir se repérer facilement en sachant qu'en vert par exemple c'est le pays et de retrouver la valeur correspondante. Voilà, ceci étant dit, on va attaquer. Ici on a notre CSV et là ici je vais me contenter en tout cas dans un premier temps de vous décrire du code que j'avais déjà préparé. Il n'y a aucun intérêt d'écrire le code devant vous parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais on va voir ensemble justement ce qu'on va faire. Alors, la toute première chose, ça va bien évidemment être de charger les données de ce CSV. Pour ça, on va importer la librairie Pandas, donc qui est une librairie qui permet, en Python qui permet la manipulation des données de manière générale. Et on va utiliser une de ces méthodes qui est readCSV, qui prend en compte plusieurs paramètres. Le premier qui est obligatoire, qui est bien évidemment le chemin du fichier CSV que l'on souhaite importer. Ensuite, nous, on va préciser 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est... Alors déjà, je vais juste me mettre pour que vous puissiez voir correctement en word wrap. Voilà. La première chose à faire, ça va être donc de charger le fichier CSV en lui indiquant le chemin. On va lui préciser ensuite que le data frame qu'on va obtenir, donc il faut savoir, bien évidemment, j'aurais peut-être dû commencer par là, que avec Panda, quand on va faire un read CSV, lui, à la fin, va nous retourner un data frame. Le data frame, c'est l'élément le plus communément utilisé avec Pandas, qui, pour résumer grossièrement, est un tableau dans lequel vont apparaître toutes nos données. Mais grâce à cet objet data frame, on va pouvoir effectuer énormément de traitements dessus. On va juste lui indiquer au moment où on va charger le CSV que on veut que la colonne DT qu'on a vu tout à l'heure, donc qui concerne la date du mois à laquelle la température a été relevée, on veut que ça soit l'index de ce tableau. Et on veut également lui dire qu'il faut qu'il prenne en compte le fait de pouvoir parser les formats de date. Donc on va mettre parse dates à true. Ça signifie que automatiquement Pandas, dès qu'il va voir quelque chose qui s'assimile à une date, qu'elle soit écrite vraiment directement, qu'elle soit dans un format en anglais, en français, avec des tirets ou des slash, automatiquement, lui, il va comprendre que c'est une date. Et ça va être super important parce que ça va justement nous permettre de faire un traitement sur ces dates. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire afficher les informations du data frame et on va faire afficher le data frame. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire tout de suite. Si on exécute ce petit bout de code, on observe déjà plusieurs choses. Donc ça, c'est l'output de df-info. Ce qu'on voit déjà, c'est que on voit qu'il y a un index qui est donc fait de type date-time. Ça veut dire qu'on a bien nos 577 000 et quelques entrées. Et on voit que notre index va du 1er novembre 1743 au 1er septembre 2013. Donc ça veut dire que tout est indexé correctement, on a bien toutes nos lignes qui sont là. Et on voit que notre data frame est composé de 3 colonnes. Average temperature, donc qu'on a vu tout à l'heure, le temperature uncertainty qu'on ne prendra pas en compte, et le country. Et si on fait un petit print de notre data frame, on voit que ça se compose comme ça. Donc on voit ici notre index, donc qui est DT, avec toutes nos dates par ordre, j'allais dire par ordre croissant, mais en fait c'est l'ordre dans lequel elles sont stockées dans notre CSV. Et ensuite on a nos 3 colonnes. On observe tout de suite qu'on a justement certaines colonnes qui n'ont pas de valeur, donc qui ont des nan, donc not a number, et on voit que le pays s'affiche bien. Par défaut, quand on fait afficher un data frame dans VS Code, je vais y arriver avec Panda, il va pas tout afficher bien évidemment, il va afficher les premières lignes et il va afficher les dernières lignes. Ça nous permet juste de voir un petit peu les différences qu'il y a. Et pour votre information, j'ai regardé, sachez que Åland apparemment est ou était une province finlandaise. Voilà, ça c'est juste pour votre information. Et on voit que notre data frame fait 17,6 MB. Voilà, c'est une autre indication. La deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est filtrer les données par pays. Alors, je vais juste commenter ce que j'avais fait ici, parce qu'on va y aller étape par étape pour que je vous montre quelque chose. Ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est qu'on va pouvoir faire afficher
tous les pays qui sont contenus dans notre data frame. Donc vous l'aurez compris, un pays va se retrouver dans plein de lignes. À chaque fois qu'il y a eu un relevé à une date, il va se retrouver là. Donc ce qu'on va vouloir faire déjà, c'est identifier si la France apparaît bien. Et ce qu'on peut faire, c'est justement faire un df, donc c'est notre variable, notre objet data frame, .country, donc on met directement le nom de la colonne qui nous intéresse, et en lui appliquant la méthode .unique, ça veut dire qu'il va uniquement retourner une liste de valeurs unique concernant cette colonne. Si on exécute ce code, ici on voit qu'on a justement notre liste de tous les pays qui sont représentés dans nos data frames. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher France qui se trouve ici. Et c'est super bien de toujours contrôler ça, parce que déjà, là on se rend compte qu'il y a potentiellement une problématique. On a plusieurs valeurs France. On a France-Europe, on a France, on a French Guyana, French Polynesia, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, et ça aurait été bien justement d'avoir un descriptif dans Kaggle qui soit complet au niveau des colonnes, c'est pour ça que ça manque, c'est en gros, qu'est-ce qu'on va devoir prendre? Nous, on va prendre le parti de prendre France-Europe, puisqu'on va décider de faire un relevé des températures pour la France métropolitaine. Alors désolé pour nos amis des DomTom, j'adore la Martinique, j'adore la Guadeloupe particulièrement, j'adore vos îles, mais pour que ce soit un petit peu plus simple, on va uniquement prendre France-Europe. France, je pense qu'en fait ça comprend absolument tout. France métropolitaine plus DomTom, French Guyana, voilà la Guyane, ça la Polynésie. Et ça, après, ce sont des terres arctiques ou southern. Donc, voilà, ce sont des choses qui vont, en tout cas, dans notre exercice, ça ne va pas nous intéresser. Donc ça nous permet d'identifier que le pays en question sur lequel on va devoir filtrer nos données, c'est France-Europe. Donc, si on revient ici, on va pouvoir commenter ce petit bout de code et on va y aller petit à petit. Nous, on sait qu'on va partir du principe que c'est France-Europe qu'on doit choisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler df_fe pour France-Europe, et on va filtrer justement notre colonne. Donc pour ce faire, on va utiliser notre data frame, et on va le filtrer comme ça en lui spécifiant la colonne sur laquelle on veut faire appliquer un filtre, en lui mettant le double égal France-Europe. En fait, ce que ça va faire ici, c'est que ça va renvoyer un data frame qui va avoir pour valeur true ou false en fonction du pays. Donc ça veut dire qu'on va exactement avoir un data frame qui va faire 577 000 lignes et des poussières, et ça va renvoyer true quand une ligne va correspondre à France-Europe et false quand elle ne correspondra pas à France-Europe. Ce qui fait qu'à la fin, on va le voir ici, si on exécute déjà ce code-ci, on fait afficher la partie information de df_fe et on voit que là, on n'a plus que 3239 entrées. Ça veut dire qu'on a 3239 lignes qui ne contiennent que le pays Europe. Et si on fait afficher notre data frame, juste en dessous, on peut vérifier et on voit qu'effectivement, les premiers éléments et les derniers éléments de notre data frame contiennent bien uniquement France-Europe. Ça veut dire que là, on est déjà bon sur le filtre du pays. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir filtrer les données par range de date. On a vu ici, si on regarde, que les données commencent en 1743. Nous, on va volontairement prendre les données uniquement à partir de 1800 pour tomber déjà sur un chiffre rond, et aussi pour éviter de se retrouver avec des valeurs nulles ici, les not a number. Donc on va on va y aller étape par étape. On va commenter juste les petits bouts de code que j'avais fait auparavant. Et pour filtrer, en fait, c'est pas très compliqué. Avec Panda, on va pouvoir définir une nouvelle variable. Alors, j'avoue très volontiers que le nom de ma variable est un petit peu long, df_fe 1800 à now, dans lequel en fait on va prendre notre variable précédente, df_fe, et on va lui dire en fait comme on a indexé par date, et c'est là où c'est très utile, en gros on va lui dire tu me prends les valeurs de 1800 jusqu'à la fin. Et on fait afficher le data frame pour pouvoir contrôler. On exécute le code, on regarde, on voit que le premier élément c'est bien janvier 1800, le deuxième élément c'est bien février 1800, donc là on est bon pour le début. En revanche, à la fin, si on regarde, on voit que les données vont qu'en 2013, mais pire que ça, elles ne vont qu'en septembre 2013, et en plus on n'a pas de valeur. Donc ça c'est un premier problème. Donc ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, on va solutionner ça assez facilement. D'ailleurs là j'avais mis le commentaire, il y a un problème, 2013 n'est pas complète, on va devoir s'arrêter à 2012. Et pour pouvoir faire ça, eh bien on va juste préciser ici, au lieu de mettre de 1800 jusqu'à la fin du fichier,
on va lui mettre de 1800 jusqu'à 2012. Et comme ce sont un index qui est un index de type date, lui, c'est automatiquement que ça fait référence à une année. Et même si ici, on a des données mensuelles, pour lui, ça ne va pas être un problème. Et si maintenant, on exécute le code, on voit qu'on a toujours nos premiers éléments qui commencent à janvier 1800. Par contre, ici, on voit que ça s'arrête bien à décembre 2012. Donc, ça veut dire que déjà là, on est bon pour le pays et on est bon pour les dates. On va juste avoir un problème qu'on va solutionner par la suite où on se dit, nous, on aimerait au moins aller jusqu'à 2022. Mais la source de données, on voit qu'elle ne va pas que jusqu'à 2022, elle va que jusqu'en 2012. Donc, on va voir. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va commencer par faire des petits cleans. Nous, on a dit que la troisième colonne, autrement dit celle-ci, on n'en veut pas. Donc, autant la dégager. Pour la dégager, c'est très simple. On a la fonction del pour delete. On précise notre data frame et surtout sa colonne. Et si on exécute ce code, on voit que maintenant, on n'a plus que 2 colonnes avec notre index qui est ici. Parfait, on avance, on avance. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour justement récupérer les données qui nous manquent, c'est qu'on va les récupérer d'une autre source. Donc sur la page Wikipédia des températures moyennes en France. Et ici, on a un tableau qui a toutes les températures moyennes annuelles de 2011 jusqu'à 2023. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une méthode de Panda qui s'appelle read.html dans laquelle, justement, on va pouvoir mettre le lien de cette page et récupérer le tableau associé. Alors, le tableau associé, il est en 3e position dans la page Wikipédia, donc il a l'index numéro 2. Si on exécute ce petit bout de code, on voit ici que, justement, ça charge correctement notre tableau. On va juste avoir un petit problème, c'est que si on regarde bien, ici dans notre tableau, la moyenne annuelle, on voit que ça fait des centaines, alors que là, ce n'est pas des centaines, c'est des décimales. On va juste corriger ça en précisant au moment de notre import qu'on veut que les décimales soient prises en compte avec la virgule, puisque c'est des virgules, et on va juste rajouter ce paramètre qui lui dit qu'il sépare les milliers avec un point. Et si on exécute ce petit bout de code, maintenant, normalement, voilà, on a bien les chiffres qui apparaissent correctement. On voit qu'on a encore des trucs bizarres. 2023, il faudra qu'on le vire. Et puis après, ça, c'est les autres données du tableau qui sont ici, dont on n'a pas besoin. Et on va y aller étape par étape. On va d'abord cleaner justement les lignes qu'on ne veut pas. Donc, nous, les lignes qu'on ne veut pas, c'est les lignes qui ont l'index de 11 jusqu'à la fin. Donc, en fait, ce sont les lignes qui vont effectivement de 2012 jusqu'à la fin du data frame. On ne veut pas 2012 parce qu'on les a déjà dans notre data frame principal. Donc, on exécute ce petit bout de code. Et là, on voit que notre data frame, déjà, il ne contient plus que les données de 2013 à 2023. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer également, on va virer la première ligne. La première ligne qui finalement est la 2023, on n'en a pas besoin. Pareil, on exécute notre code et ici on voit que 2023 a bien disparu. Maintenant, on va aussi faire un nouveau clean, c'est qu'on va dégager toutes les colonnes qu'on ne veut pas. Toutes les colonnes qu'on ne veut pas, c'est tout simplement toutes les colonnes qui sont à partir de janvier. Donc ce sont les colonnes qui sont à partir de l'index de 0, 1, 2. Donc ici, on va dire, tu me vires toutes les colonnes à partir de l'index 2. On précise juste l'axe ici, comme ce sont des colonnes qu'on veut virer et pas des lignes, on met axe 1. Et inPlaceTrue, ça permet juste de stocker la valeur retournée dans le data frame courant. On exécute ça, on vérifie. Parfait, on n'a plus que l'année, on n'a plus que la moyenne. On va également faire quelque chose, c'est qu'on va redéfinir l'index. Vous vous rappelez que notre index, dans notre premier data frame, c'est un index de type datetime. Et ici, c'est un petit peu différent puisque comme on récupère directement des données textuelles depuis une page web, on va devoir lui préciser ça. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va lui dire « Tu me transformes cette colonne année en format datetime et je veux qu'elle ait un format en année. » Donc, vraiment pour être sûr que ce soit bien l'année qui est prise en compte. Ensuite, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on définit cette nouvelle colonne comme étant l'index et on va faire afficher notre data frame. Et maintenant, si on regarde, voilà, on voit que ça a changé un petit peu. Il n'a plus qu'une colonne et année est bien devenu un index. Et enfin, la dernière chose qu'on va faire, c'est que là, on voit que c'est par ordre décroissant. Nous, on veut que ce soit par ordre croissant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit juste, tu me tries l'index avec le paramètre ascending true, donc par ordre croissant, et tu me le stockes directement dans le data frame courant.
Et si on exécute ça, on voit que là maintenant, on a bien notre data frame trié par ordre croissant qui va de 2013 à 2022 avec les bonnes valeurs, moyenne mensuelle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir merger les deux data frames l'un avec l'autre. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va virer la colonne country de notre premier data frame. On n'en a plus besoin, on sait que tout est situé en France, Europe. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va virer cette colonne. Pour le faire, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. Ah non, on va pas faire comme tout à l'heure, pardon. On va utiliser une méthode qui s'appelle drop. Donc on l'applique à notre data frame et on lui précise quelle colonne on veut dropper. La colonne en question, c'est la colonne qui a l'index 1. Elle a l'index 1 parce que si vous vous rappelez bien, on va remonter pour revoir ça. Hop, ici c'est l'index du data frame. Ici c'est la colonne qui a l'index 0 et le country c'est bien la colonne qui a l'index 1. Donc on revient ici, on exécute ce bout de code et là on voit que notre data frame original, donc le premier qu'on a créé, il a bien plus qu'un index en datetime et il a bien uniquement le average temperature qui est ici. Donc ça c'est le premier petit cleaning qu'on devait faire. Ensuite, ce qu'on va faire juste avant de pouvoir merger, quelque chose qui est très important et qu'on peut faire justement parce qu'on a précisé que c'était un format datetime, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un resample du data frame, le premier data frame qu'on a fait. Vous vous rappelez que nous, dans le data frame de base qu'on a, on a des données mensuelles. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas tout simplement parce que le deuxième data frame qu'on a récupéré sur Wikipédia, et même de manière générale, nous, ce qu'on veut, ce sont des données moyennes annuelles. Et c'est là où c'est super fort, c'est qu'on va pouvoir lui préciser ça. On va pouvoir prendre notre data frame, donc de 1800 à maintenant, et on va lui dire de faire un resample en year, donc en année. Et en plus, on va pouvoir l'enchaîner en lui appliquant une nouvelle méthode, en lui disant de nous renvoyer la moyenne. Si maintenant on exécute ce petit bout de code, on stocke ça évidemment dans un nouveau data frame, donc on appelle data frame France-Europe 1800 à maintenant année. Alors c'est peut-être un petit peu long, hein. Il y a peut-être des formats un petit peu meilleurs, mais bon, peu importe. Et là on voit que justement, alors lui il s'arrange pour mettre un format de date complet comme ça, mais on voit bien qu'on est en année. On voit que là c'est la ligne concernant 1800, et là c'est la moyenne de 1800. Ici c'est la ligne concernant 1801 avec sa moyenne, et si on va jusqu'au bout, on voit qu'on va bien jusqu'à la moyenne annuelle de 2012, ici. Donc ça déjà c'est une première chose, on est bien, on est content. Une dernière chose qu'on va devoir faire, c'est que comme vous l'avez vu ici, le format, il le met en année, mois, jour. Et dans le data frame qu'on a importé depuis Wikipédia, c'est que des années. Donc on va devoir modifier ça. Pour ça, on va juste redéfinir ici notre index en lui disant, avec Panda, tu me changes ça dans un format datetime, donc tu me prends l'index, qui est les valeurs qu'on a vues, donc année, mois, jour. On lui précise justement le format actuel et on lui dit de ne retourner que l'année. Et si on exécute ce petit bout de code, eh bien là ici, on n'a plus que les années. Et c'est toujours bien considéré comme un datetime index, si ce n'est qu'on fait afficher que l'année et plus la date complète. Et maintenant, on va enfin pouvoir merger les deux data frames. Donc, petit récapitulatif, on a notre data frame ici, initial, qu'on a beaucoup transformé, qui est le fameux DF FE1800 Now Year. Et on va lui demander de le merger, donc de mettre à la suite le DF Last Years, donc les 10 dernières années, sauf erreur, donc de 2013 à maintenant, enfin les 9 dernières années, non, les 10 dernières années, et de le coller à la suite. Pour ça, on utilise la méthode concat de Panda. Et ici, si on exécute le petit bout de code, on voit qu'on a un petit souci. Encore, vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a correctement ajouté le deuxième data frame au premier, sauf que, évidemment, il y a un problème. Dans chacun des data frames, il contient bien une seule colonne. Donc, on ne parle pas de l'index ici. Il contient bien une seule colonne, mais ce sont des colonnes qui ont des noms différents. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les met les uns côté des autres. Et pour le premier data frame qui n'a pas de colonne moyenne annuelle, il met des valeurs nulles. Et pour le deuxième data frame qui a bien une colonne moyenne annuelle mais pas de average temperature, il met cette colonne-ci à nul. Donc il va juste falloir renommer une colonne dans un des data frames. D'ailleurs, je l'ai précisé ici, on a un petit souci, on va juste renommer la colonne du DF last year, donc du dernier data frame qu'on vient de créer.
Pour faire ça, on utilise la méthode rename du dataframe df last years et on lui dit que moyenne annuelle maintenant doit devenir average temperature et on le remplace dans le dataframe courant. Si on fait afficher ça, on voit que là, maintenant, ça fonctionne. On voit que le df last years a changé de nom de colonne et on peut enfin, cette fois, concaténer correctement les deux dataframes qu'on stocke dans un dataframe final. Et si on le fait afficher, effectivement, maintenant, on a bien un dataframe qui va de 1800 à 2022, qui ne contient bien qu'une colonne et il n'y a aucune valeur nulle. Ok, donc maintenant, notre dataframe est complet, il est propre, il est cleané, on a exactement les données qu'il nous faut. Eh bien, il serait peut-être temps de commencer à faire afficher quelque chose. Alors, on va faire un affichage brut des données. Pour ça, on va utiliser une autre librairie Python qui s'appelle Matplotlib, qui est hyper connue pour justement pouvoir faire de l'affichage de graphiques, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pareil, je vais recommenter mon code que j'avais fait ici, et on va appliquer une méthode toute bête qui est plot, qui permet justement de faire afficher les graphiques des données d'un dataframe, qui est notre fameux df final. Et si on exécute ça, on a une erreur. On a une erreur où il nous dit, mais attends, moi je peux pas faire ça. Alors les erreurs des fois sont pas très bien. Il faut aller tout en bas, au moins pour essayer de trouver l'erreur et de la comprendre. Il dit non numérique data to plot. Donc ça veut dire que ici, les données qu'on a là, ce sont des données textuelles. Donc forcément, lui, il ne peut pas les plotter. Donc les plotter, oui, j'aurais peut-être dû utiliser un autre mot. Il ne peut pas les afficher puisqu'il ne les considère pas comme des données numériques. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand vous avez un genre de problème comme ça, vous pouvez faire afficher des types, donc data types de votre data frame pour vérifier. Si on vérifie, ah oui, il faut que je commande ça. Si je fais afficher les datatypes, on voit que average temperature n'est pas considéré comme des données numériques, mais bien comme un objet. Ce qui est normal, donc il ne peut pas afficher un graphique avec des données de type objet. Ok, pas de problème, on recommande ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer justement ce type dans un type float. Donc on lui dit, ma colonne average temperature, il faut qu'elle soit considérée comme un type float, donc flottant, donc décimal. Et si on fait afficher maintenant les dtypes, on voit que automatiquement average temperature maintenant a un type de données float, donc en décimal. Et maintenant, je devrais pouvoir faire afficher mon graphique et c'est effectivement le cas. On a notre premier graphique un peu cracra, mais qui quand même a le mérite d'être là. Et on voit la courbe, donc c'est une courbe qui représente, vous l'aurez compris, les données moyennes annuelles de 1800 à 2022. Donc là déjà au premier coup d'œil on voit que il semble quand même y avoir une légère augmentation à partir d'ici et une très grosse augmentation à partir de là, mais c'est pas exactement encore ce qu'on veut obtenir. Maintenant, on va faire quelque chose, on va rentrer un petit peu dans le dur en faisant des choses un petit peu plus cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une autre partie de Matplotlib qui va nous être très utile pour pouvoir justement continuer et progresser. Donc on fait cet import-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exécuter ce petit bout de code. Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il fait. Nous, ce qu'on veut, ce sont des barres. Donc, la première chose que je me suis dit, c'est que on va pas faire afficher d'histogramme, on va pas faire afficher des courbes, on va essayer d'afficher des barres. Je vous montre juste ça. En fait, ça, c'est un petit bout de code que j'avais fait. Des fois, c'est toujours bien de le faire pour montrer un petit peu que c'est pas la meilleure solution. Ici, en fait, je me rends compte tout simplement qu'en faisant afficher ça, déjà, c'est moche. Et en plus, c'est pas le graphique, c'est pas le type de graphique le plus optimum, parce qu'en plus, il essaie d'afficher ici, toutes les années, vous voyez qu'il se superpose. Bref, c'est illisible, c'est vraiment dégueulasse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça autrement. Une des choses qui va beaucoup nous aider, ça va être d'utiliser une méthode qui s'appelle describe sur une colonne en particulier. Je vais vous montrer pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je vous montre ça, ça va nous servir plus tard. Describe, c'est une méthode qui vous permet d'avoir plein d'informations concernant une colonne en particulier de votre data frame. La première chose, c'est que ça vous donne le nombre d'occurrences qu'il y a. Là, on sait qu'on a 223 lignes. Et effectivement, vous ferez le calcul de 1800 jusqu'à 2022, ça fait bien 223 lignes. Ensuite, ce qu'il y a de super cool, c'est qu'il vous donne automatiquement la moyenne
de tout ça, donc qui est de 10,58 degrés quasiment. Donc ça finalement c'est la moyenne des températures annuelles de toute notre période. Ça vous donne notamment la température minimum de toutes vos data frames qui était de 8,9 degrés et la température maximum qui est de 14,5 degrés. Et ça, on va juste retenir ça parce qu'on va l'utiliser plus tard justement dans notre graphique. Et je vais vous dérouler un petit peu des éléments différents, mais vous allez comprendre et vous allez voir que ça se met en place rapidement. J'ai importé notamment ce petit bout de code ici pour faire afficher quelque chose qui va nous être super utile. Dans Matplotlib, on a ce qu'on appelle des color maps. Les color maps, c'est cette chose-là. On a des color maps donc, qui ont différents styles. Ici, nous, le plus utile, enfin le style qui est le plus adapté, c'est justement une color map qui va du bleu au rouge. Et vous l'aurez compris, plus l'année aura été froide par rapport à la moyenne de toute la période, plus l'année sera matérialisée par du bleu foncé, plus elle aura été chaude, plus elle va être matérialisée par du rouge foncé. Et après, on va commencer justement à faire pouvoir afficher notre graphique. Ici, on va importer quelque chose d'autre qui va nous être utile. On va voir à quoi ça sert dans un instant. Ça vient du package NumPy. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va stocker finalement ça, notre color map, on va la stocker dans une variable qu'on appelle cmap. On va définir 3 variables. Une variable minimum qui va reprendre finalement tout ce qu'on a récupéré dans cet élément-ci. Donc vous voyez ici, on a juste à appeler notre data frame, notre colonne concernée, et on lui applique la méthode min pour récupérer justement la valeur minimale. Ici la valeur maximale et ici la moyenne. Et ça, vous allez comprendre pourquoi c'est très utile. Ce qu'on va lui dire ici, c'est qu'on va définir une fonction qui va nous permettre de récupérer une couleur. La couleur qu'on va récupérer, ça va justement être la couleur qu'on va devoir appliquer à l'année en fonction de sa température. Pour ça, on va utiliser interp, donc c'est pour interpolation, qui est une fonction du package NumPy. Ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui passer dans cette fonction qu'on a définie nous-mêmes, la température annuelle de l'année sur laquelle on va être. Par exemple, je dis n'importe quoi, 1991. Donc on lui donne la température de 1991, je dis encore n'importe quoi, qui va être, la température moyenne va être de 10,5 degrés. Et maintenant, on va devoir lui attribuer une couleur. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va lui attribuer une couleur en fonction de sa température, qui va être comprise dans un premier range de valeurs qui est du minimum au maximum en passant par la moyenne. Ça veut dire en gros, cette température, elle se situe quelque part sur cette échelle et il faut que tu me renvoies une valeur dans cette échelle en essayant de mapper les deux. Je vous explique. Ces valeurs que vous voyez ici, 0, 0,5 et 1, ça correspond exactement à ça. Ça correspond à 0, 0,5 et 1. Si notre température, elle se situe par exemple, je dis n'importe quoi, elle se situe, admettons, pile ici, pile entre le minimum et la moyenne, ça veut dire que je vais devoir renvoyer une valeur de cette plage de données qui se trouve pile entre 0 et 0,5, ça sera 0,25. Ça veut dire que je vais renvoyer une couleur qui se situe exactement ici. Vous comprenez, en fait, il faut pouvoir mapper la valeur de cette température qui est située normalement sur cette plage de données par rapport à cette nouvelle plage de données qui, elle, va nous renvoyer la bonne couleur à appliquer à l'année. J'espère que j'ai été clair. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un compteur qu'on va initialiser à 0. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler sur notre data frame en faisant une boucle pour et en utilisant la méthode iterRows, donc itérer les lignes sur notre data frame final. Et on va appliquer la méthode VLines à notre PLT qui est plot, qui est notre graphique. On va lui passer différents paramètres. Le premier, ça va être la position en X, donc qui est, au premier temps, ça va être de 0, et plus on va aller, plus ça va se décaler comme ça vers la droite. Ça, c'est la position en Y, donc 0, c'est le bas du graphique. Et on lui dit, ça, c'est la position en Y maximum qu'il faut qu'il atteigne. Donc nous, on va dire 200 arbitrairement. Donc ça va aller de 0 en Y à 200 en Y, ça va monter. Et enfin, très important, la couleur. Quelle couleur on va lui appliquer? Eh bien, tout simplement, on va appeler la méthode, la fonction qu'on a définie ici,
en lui donnant la température courante sur laquelle il est en train de boucler et on n'oublie pas d'incrémenter notre compteur. Et en faisant ça, en exécutant le code, tadam, on a déjà notre graphique comme on le voulait. Ça fait un petit peu un code barre, mais on est super content parce que ce dont on se rend compte, c'est que les couleurs semblent correspondre déjà au premier graphique ici qu'on avait là, où on voyait que là c'était à peu près dans la moyenne, ça augmente à peu près vers 1950 jusque dans les années 2000, et à partir de 2010 ça explose. Et si on regarde ici, eh ben c'est effectivement le cas. Alors on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas encore, qu'on va améliorer. On a ça, les labels sur l'axe des Y qui font pas de sens. Sur l'axe des X, on aimerait avoir les années, mais il faut pas tout afficher, sinon ça risque de se marcher dessus, puis on voit pas très bien. Donc voilà, on voit qu'on a encore différentes choses à faire. On va justement pouvoir améliorer le graphique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui définir une hauteur et une largeur. On va également pouvoir lui préciser une taille en pixels. Alors ça, c'est juste une variable pixel. Par défaut, lui, il fonctionne en DPI, donc c'est juste voilà, un bout de code, je vous avoue que j'ai copié-collé, qui permet de convertir ça et de pouvoir préciser la taille de la figure qu'on veut faire. Donc 700 par 1100. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer l'épaisseur des lignes. On va lui mettre un line width de 3. Donc on ne change pas grand-chose dans notre code. Mais déjà, juste en faisant ça, on voit que là, ça a un peu plus de gueule, on voit que c'est plus grand déjà, et que voilà, les lignes sont un petit peu plus larges. On continue nos améliorations. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va vouloir faire afficher les années, parce que là, pour l'instant, les années, on ne les voit pas, c'est très difficile de se repérer sur le graphique. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va définir une liste qui est vide, et dans notre boucle pour, là où on est en train de boucler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la valeur, le nom de la ligne. Le nom de la ligne, ça va tout simplement être l'index. L'index qui, je vous le rappelle, porte l'année. On va convertir ça en entier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un modulo 10 là-dessus. Et quand ça ne renvoie rien, eh bien, on ajoute dans notre liste le nom finalement, l'année. On fait ça pour justement avoir une liste qui contient que les années qui sont divisibles par 10 pour ne pas avoir toutes les années d'afficher sur l'axe des X. En fait, on va faire afficher tous les 10 ans chaque année. Si modulo 10 n'est pas égal à 0, on ne met rien dans nos tableaux, on fait afficher une chaîne vide. Ensuite, on va faire différentes petites modifications. On va dégager les labels verticaux qui ne servent à rien. Les labels horizontaux, du coup, c'est là où on va appeler notre méthode xtix et on va mettre notre fameux tableau qu'on vient juste de remplir à l'instant en lui demandant de faire afficher de manière verticale les années avec une font size de 8. On vire la boîte noire qui est autour, on dégage les marges, on enlève les petits traits qui sont très très moches, on rajoute un titre à notre graphique qui va s'appeler « Évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine » avec la méthode title. On va rajouter un petit texte explicatif en bas qui permet d'aider à la compréhension, toujours important de mettre ce genre de choses. On fait ça avec la méthode texte, on lui précise justement la position en X et en Y. Et enfin, on va rajouter les sources, toujours bien de mettre les sources de données, donc Kaggle et Wikipédia. Et ensuite, on fait afficher notre graphique. Je vous rappelle que tout le code, vous pouvez le retrouver en description de la vidéo. Et ici, on a notre titre qui apparaît. On a nos années qui s'affichent correctement tous les 10 ans. Vous vous rendez bien compte que si on avait dû afficher toutes les années, ça aurait été super moche, on n'aurait rien vu du tout. On a notre petite explication qui explique comment comprendre ce graphique et on a nos sources qui s'affichent. Donc là déjà, on commence vraiment à avoir un graphique qui a de la gueule. On a de la matière, on a quelque chose. Et on va continuer dans les améliorations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir afficher notre fameuse color bar. La color bar, c'est quoi? C'est ce qui va permettre justement de comprendre comment le graphique fonctionne, parce que on a beau avoir ici une explication, mais on ne sait pas exactement à quoi correspondent les couleurs. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire afficher sur la droite justement la couleur bar pour pouvoir dire à quoi ça correspond. Donc pour faire ça, on va ici justement s'occuper de ça. On va définir une variable qu'on va appeler norme pour normalisation et on va appeler des packages spécifiques de MPL, de Matplotlib, en lui passant 3 paramètres. On va lui passer au paramètre vmin la valeur minimale. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est avoir les écarts de température entre l'année courante et la moyenne globale de l'année. Donc ce qu'on va faire, c'est que vmin, la valeur minimale de notre barre, ça pourra être que
la valeur minimale de la température qu'on va relever, moins la moyenne. D'accord? Donc on prend tout notre tableau de valeurs, on prend la valeur minimale et on la soustrait à la moyenne. Ça va nous donner une valeur négative. Ensuite, on va lui dire que V-center, la valeur du centre, c'est 0. Effectivement, si l'année qu'on est en train de traiter a la même valeur que la moyenne, soit 0, elle se trouve pile à la moitié, donc on va voir l'afficher en blanc, et puis ni en bleu ni en rouge. Et enfin, la valeur maximale, ça va justement être la valeur maximale qu'on va trouver dans tous nos data frames, moins la moyenne. Vous allez voir dans un instant à quoi ça correspond. Et enfin, on va faire afficher justement la color bar dans notre figure, en lui précisant un label. Je vais faire afficher ça tout de suite pour que vous puissiez vous rendre compte immédiatement ce que ça veut dire. Et là, ici, justement, on a notre color bar. La valeur minimale, c'est une valeur qui se situe ici, qui n'est pas écrite parce que là, la color bar va d'entier en entier. Mais par contre, ce qu'il y a de super chouette, c'est qu'on a utilisé, j'ai oublié de le préciser ici, un scalar mapable, qui est en fait une normalisation spécifique qui fait que, vous voyez, là, l'écart qu'il y a entre le 0 et le moins 1 est plus important que les écarts qu'il y a ici. Et maintenant, comme ça, avec cette barre, c'est super plus lisible et c'est beaucoup plus facile de comprendre à quoi correspondent les couleurs. On sait par exemple que, typiquement, si je prends cette année, là, vers 1990, on voit que ça se situe à peu près dans ces eaux-là. Donc, je sais qu'en 1990, la température de cette année en moyenne était à peu près de 1,5 degré supérieure à la moyenne globale de toute la période. Donc ça permet vraiment de rajouter beaucoup d'informations et beaucoup de compréhension pour nos utilisateurs. D'ailleurs, sur la datavis que j'avais vue à Genève, il n'y avait pas cette information-là. Il y avait du texte à expliquer un petit peu, mais c'est tout. On va continuer et on va rajouter une dernière chose. On va rajouter des éléments textuels qui vont nous permettre de nous repérer dans le temps. Parce que là, une chose qui manque, je trouve, c'est que, ok, ça va de 1800 à 2022, on voit quand même l'évolution, on voit clairement, si on regarde, que y a l'air d'avoir un réchauffement, déjà quelque chose qui se produit vers les années 40-45, et qu'à partir des années 90, il y a clairement quelque chose qui s'opère, et à partir de l'année 2010-2012, il semble y avoir une accélération. Alors on prend ça avec des pincettes, vous vous rappelez, parce qu'on utilise deux sources de données qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre. Ça peut expliquer aussi pourquoi on a quelque chose de très fort, même si on sait avec d'autres données maintenant que, effectivement, malheureusement, le réchauffement climatique, il apparaît aussi en France et il s'est nettement accéléré depuis 2012-2013. Bref, on continue et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des éléments textuels, des repères temporels. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai défini une petite fonction textbox, je vous laisserai la regarder, j'ai juste fait ça pour éviter d'avoir à répéter trop de code. Je vous laisserai aussi regarder exactement, mais en gros, quand on exécute ce code, je ne vous le commande pas parce que ça serait vraiment stupide, on va le voir dans un instant. On exécute le code, ça met un tout petit peu de temps, ça mouline un petit peu, ça mouline même beaucoup. Voilà. Et ici, on a automatiquement des textbox que j'ai rajoutés qui nous permettent d'avoir des petits repères temporels. J'ai trouvé ça assez cool, j'étais assez fier de moi, je dois dire. Et on voit par exemple ici, dans cette année 1804 où Napoléon Bonaparte a été sacré empereur, on voit que c'était une année, on voit que l'année est blanche. Donc on voit que c'est une année qui est finalement exactement égale à la moyenne de température de toute la période concernée. Ici, on a la création de la Seconde République en 1848, qui était une année relativement froide, on se situe à peu près par ici. On a en 1898 J'accuse d'Émile Zola, donc sur l'affaire Dreyfus, et on voit qu'en 1898, on est entre le blanc et le rouge, donc on voit que ça commence un petit peu à se réchauffer par rapport à la moyenne globale. Ici, en 1939, on a le début de la Seconde Guerre mondiale et on voit que, justement, là, on est dans une période qui est relativement fraîche. Et enfin ici, en 98, on a la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football. Et on voit que là, on est clairement dans une période qui commence de sérieusement se réchauffer puisqu'on est entre les 1 et 1,5 degrés a priori par rapport à la color bar qu'on a ici.
Bande de codeurs, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je ne vous cache pas qu'elle m'a demandé beaucoup de temps de préparation pour la réaliser. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas non plus à la partager. Dites-moi aussi dans les commentaires, non seulement si ça vous a plu ou pas, mais si vous aimeriez qu'on fasse plus de vidéos de ce genre concernant la data. J'ai plein d'idées, j'ai plein de datasets. Si jamais vous réalisez, vous, des data analyses, mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à les mettre en commentaire. Je ferai peut-être même une petite vidéo très courte où je présenterai peut-être des data visualisations de certains d'entre vous. Ça me ferait super plaisir si jamais vous utilisiez ce que je vous ai montré. N'oubliez pas que le code aussi est disponible sur GitHub. Et le lien est dans la description de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes. Je vous dis à bientôt, bande de codeurs. Salut, ciao.